En décembre 2014, un quartier entier de Budapest s'est trouvé recouvert de cristaux de glace. Les arbres de la zone n'ont pas pu supporter une telle pression et ont commencé à ployer sous leur poids. Il s'agissait d'un phénomène effrayant que l'on appelle le brouillard de glace. Lorsqu'il se produit, la température chute considérablement, gelant tout alentour, un peu comme les détraqueurs dans la saga d'Harry Potter. Et tout cela grâce à un chassé-croisé de température. Il n'affecte pas seulement le mobilier urbain, mais crée également des piliers fantomatiques et des halos qui brillent dans le noir. Le brouillard de glace se compose de minuscules cristaux de glace. Lorsque la température chute en dessous de moins 10 degrés Celsius, les gouttelettes d'eau dans l'air gèlent et se transforment en cristaux. Jusqu'ici, elles demeurent à l'état liquide, à moins qu'elles ne trouvent quelque chose sur quoi geler. Le brouillard de glace se forme généralement dans les régions les plus froides du monde, comme l'Arctique ou l'Antarctique. Budapest était pour le moins inattendu. Les gaz chauds et humides émis par les véhicules et les avions peuvent également créer du brouillard givrant. Un avion décolle par une journée froide, et bam, il dégage tellement de brouillard givrant que l'avion suivant ne peut rien y voir. Cela se produit parfois. Ce n'est pas la même chose que le poudrin de glace néanmoins, qui est lorsque des cristaux épars tombent d'un ciel clair. Ils se forment lorsqu'il y a beaucoup d'humidité, quasiment 100%, et que la température de l'air descend bien en dessous de 0 degré. Cela crée des cristaux de glace en suspension dans l'air, qui finissent par se déposer sur différentes surfaces. À noter que les premiers pionniers du Grand Nord pensaient que ces cristaux pouvaient pénétrer dans leurs poumons et leur causer bien des problèmes. Il existe de nombreuses autres formations de glace tout aussi fascinantes, telles que la fleur de givre. Elle se produit lorsque l'air est froid, mais que le sol n'a pas encore totalement gelé. La sève à l'intérieur des tiges des plantes se dilate lorsqu'elle gèle, ce qui les fait éclater. Une fois que cela se produit, le liquide s'écoule, rencontre l'air givré et se transforme en fines couches de glace, créant de belles formations en forme de pétales ou de rubans. Les lumières de séisme sont un autre phénomène étrange et unique. Lorsqu'un puissant tremblement de terre de magnitude 8,1 a frappé le Mexique en 2017, d'étranges images de lueurs vertes et bleues dans le ciel commençaient à se répandre sur Internet. Ces fameuses lumières sismiques mexicaines n'ont fait qu'ajouter au mystère. De même que la foudre en boule, les lumières de séisme sont assez rares et tout aussi prodigieuses que difficiles à appréhender pour les scientifiques. Ce qui complique les choses, c'est que les observations de lumières autour des tremblements de terre ne semblent pas toutes concorder. Il existe de nombreux mythes et théories sur ce phénomène. Les lumières peuvent se décliner en de nombreuses formes et couleurs, et de nombreuses formes. En étudiant notre passé, les historiens ont isolé 65 récits mentionnant de telles apparitions, dont certains remontaient jusqu'au XVIIe siècle. Le 12 novembre 1988 par exemple, des gens ont signalé qu'une sphère violette lumineuse flottait le long du fleuve Saint-Laurent au Québec, 11 jours seulement avant un puissant tremblement de terre. À Pisco, au Pérou, le phénomène a pris la forme d'éclairs lumineux qui ont été capturés par les caméras de sécurité en 2007, peu avant un tremblement de terre de magnitude 8. Et en 2009, avant un autre séisme en Italie, à L'Aquila, les gens ont observé des flammes vives d'une dizaine de centimètres danser au-dessus des rues pavées. Pourtant, des débats persistent quant à la réalité de ces lumières sismiques. L'Institut d'études géologiques des États-Unis se montre prudent, car on ignore si ces témoignages individuels autour du moment et du lieu d'un tremblement de terre relevaient vraiment du phénomène en question. Au cours d'une étude, des scientifiques ont émis l'hypothèse que ces lumières pourraient être causées par les charges électriques relâchées par des types de roches spécifiques lors d'une activité sismique, un peu comme si on actionnait une batterie dans la croûte terrestre. Certaines roches, comme le basalte et le gabbro, présentent de minuscules défauts cristallins. Ils pourraient potentiellement libérer ces charges électriques. Les chercheurs ont estimé que les conditions nécessaires à l'apparition de telles lumières n'étaient réunies que dans moins de 0,5% des séismes dans le monde. Cela pourrait expliquer leur rareté. Ils ont également noté que les lumières avaient tendance à apparaître plus souvent avant ou pendant les tremblements de terre qu'après. Une étude antérieure suggérait que la pression tectonique pourrait entraîner un effet piézoélectrique, où les roches contenant du quartz génèrent de puissants champs électriques lorsqu'elles sont comprimées. Toutefois, l'étude des lumières sismiques demeure difficile car elles sont imprévisibles et de courte durée. Il est temps de parler de ces mystérieux halos qui apparaissent soudain autour de la Lune ou du Soleil. Vous vous promenez avec un ami et soudain, vous l'apercevez. C'est un avertissement de Dame Nature. Une tempête de neige ou de pluie se prépare.
Ces halos se forment lorsque des milliards de minuscules cristaux de glace dans les nuages réfractent la lumière du soleil. Résistez à la tentation d'admirer ce prodige à l'œil nu. Cela peut endommager vos yeux. Prenez des lunettes de soleil et observez-le pendant une quarantaine de minutes tout au plus. La nature nous envoie encore bien d'autres avertissements précoces. Si la mer se retire mystérieusement, révélant des coraux et des poissons, un tsunami pourrait être en approche. Faites également attention aux courants d'arrachement sur la plage. Et les requins pourraient s'aventurer plus loin qu'à l'accoutumée s'ils fuient une tempête. Vous sentez vos cheveux se dresser et vos bijoux vibrer, c'est la foudre qui pourrait s'abattre à proximité. Cherchez vite un abri. Les avalanches, les orages verts et les lacs proches des volcans présentent tous des dangers potentiels. La mer croisée est tout aussi dangereuse. Et pratiquer la spéléologie pendant une pleine lune pourrait bien vous coûter la vie. Si l'océan devient brun-rouge, évitez d'y nager. Il pourrait y avoir des algues toxiques dans l'eau. Les animaux détectent aussi les catastrophes. S'ils se comportent de manière étrange, prêtez-y attention. Une fascinante lueur bleutée se manifeste autour des îles Matsu lors des nuits d'été. Elle est causée par de minuscules créatures lumineuses, les dinoflagellés. Les touristes adorent observer ce spectacle, mais il y a un inconvénient. Il est toxique et gagne en ampleur chaque année, comme l'a révélé une étude. Malgré son aspect enchanteur, le phénomène est nuisible. Une équipe d'océanographes a exploité des données satellites pour suivre sa progression sur 19 ans. Après avoir analysé près d'1 millier d'images, ils ont conclu qu'il s'étendait vers des eaux plus profondes. Malheureusement, cette expansion présente une menace pour la vie marine. Les larmes bleues de Matsu peuvent empoisonner les poissons et les tortues de mer et même affecter la santé humaine. Bien que les dinoflagellés ne soient pas nuisibles en eux-mêmes, leur régime composé d'algues toxiques libère des composés chimiques nocifs dans l'eau. Ce processus épuise également l'oxygène, mettant en danger la faune marine. La cause principale est incertaine, mais la pollution provenant de l'agriculture pratiquée le long du fleuve Yangtze semble jouer un rôle crucial. Le ruissellement agricole introduit des nutriments qui alimentent cette floraison. Pendant la construction du barrage des Trois Gorges, l'ampleur du phénomène a diminué lorsque le débit du fleuve a réduit. Puis, après l'achèvement du barrage et le retour d'un courant puissant, elle a repris de plus belle. Les chercheurs prédisent que ces larmes bleues continueront de s'étendre, posant une menace constante pour la vie marine et produisant des eaux de plus en plus lumineuses. Un vent katabatique se produit lorsque de l'air froid et dense descend le long d'une pente montagneuse en raison de la gravité. Ces vents peuvent être puissants, atteignant parfois la vitesse d'un ouragan, mais cela reste rare. Contrairement aux autres vents descendants, les vents katabatiques tels que la Bora de l'Adriatique ou le vent de Santa Ana en Californie proviennent de l'air qui refroidit dans les hauts reliefs comme les plateaux ou les montagnes. Au fur et à mesure que l'air descend, il se réchauffe et sa température dépend de sa région source. En Antarctique, les vents katabatiques jouent un rôle crucial dans la formation des champs de vent. Et dans cette région, de même qu'au Groenland, ils peuvent être particulièrement intenses et atteindre la force d'un ouragan. Ils contribuent à des phénomènes uniques, comme les vallées sèches de McMurdo en Antarctique, et sont associés au redouté Willy Woos qui balaie l'archipel de la Terre de Feu et l'Alaska. Le feu de Saint-Elme est un phénomène naturel qui mérite d'être mentionné. Il se produit pendant les orages ou les éruptions volcaniques, lorsqu'un puissant champ électrique règne autour de la zone. Il produit une lueur violette ou bleutée autour des mâts des navires, des arêtes des avions ou des objets pointus. Cette lueur est causée par les molécules d'air ionisé et est la plus visible dans des conditions de faible luminosité. Il s'agit d'une forme de plasma qui se manifeste lorsque le champ électrique autour d'un objet provoque l'ionisation des molécules d'air. Cela peut se produire pendant les orages, car il y a de fortes différences de tension entre les nuages et le sol. Les objets saillants facilitent l'apparition du feu de Saint-Elme car le champ électrique s'y trouve plus concentré. Les couleurs que vous voyez, que ce soit bleu ou violet, proviennent de la fluorescence de l'azote et de l'oxygène dans l'atmosphère terrestre. C'est similaire à la façon dont fonctionnent nos lampes à néon, mais avec des gaz différents. Et de la Grèce antique à la Chine du XVe siècle, ce phénomène a été observé tout au long de l'histoire. Hey, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal? Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie.
Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit ? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol.
On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plages vertes jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage, à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois, et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Qu'est-ce que ce machin fait là? Littéralement au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine, ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison, comme dans un gâteau, et l'avait déposé ici, sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avez pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone, et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre,
Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield, dans le New Hampshire. Un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux daterait d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part ? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niihau semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à 3 baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif, créé par la nature, est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des 3 baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la Terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des 3 baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tendent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapierait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle, et nos esprits généreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais.
tandis que les habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970 en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence, ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elle coule au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues, et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi, mais fais-toi plaisir, hein. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attends au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, pouet-pouet les petits canards! Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuilles, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie. Et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu ?
Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ces pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mancenillier, qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ces branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre, mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mancenilliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs, car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mère. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan, dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très hauts dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent, créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un vert éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse, pour découvrir des poissons, des grenouilles et des têtards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace, ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composées de méthane. Mais n'essaye pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou toute autre substance organique qui se retrouve dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent.
On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie, sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre, et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues, ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui, car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur. En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de forces surnaturelles. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt, provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie, ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont, en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un mûrier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne, et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'État de Washington, mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux ?
Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accéléré ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka, en Sibérie, ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ 1 km de long et plus de 86 mètres de profondeur, mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années, et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos, au Nouveau-Mexique, rend les habitants de cette ville complètement dingues depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leur cause aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rond de sorcière ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent las bolas, ce qui signifie simplement les boules en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Ouais. Si tu vas voir le Mékong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses « boules de feu des Nagas ». La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais il pourrait être dû aux gaz inflammables dégagés par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubing. Les grugnons sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des œufs. Après fécondation par les mâles, les œufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège, au-dessus de la vallée d'Esdalen, peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières d'Esdalen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer.
Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chaney-Timpishka, longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius, suffisant pour cuire des pâtes. On essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19 h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse, ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer. Salut! La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace. Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique. Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Richat, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappant. Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille. Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années, à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant,
même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées. Il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde. L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de vallée des lumières, laisse les scientifiques perplexes. Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes. Un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée, on comptait environ 20 apparitions chaque semaine. Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucomètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication. Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudres en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 2 cents, 50 km, et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume. Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs. Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an durant 10 heures par jour et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année. Il a connu une pause de janvier à mars 2010, ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité.
Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents, d'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. C'est pourquoi cette région a le taux annuel d'éclairs le plus élevé au monde. Le prochain endroit que les scientifiques sont incapables d'expliquer se trouve en Chine. Il s'agit des grottes de Longjiu. Elles présentent des voûtes hautes et inclinées et de robustes piliers. L'endroit est resté caché pendant des siècles. Ces cavernes, créées par l'homme, creusées il y a environ 2000 ans, n'ont décidé de se révéler que dans les années 90. Des agriculteurs locaux ont drainé les étangs et révélé 5 cavernes massives. Des fouilles supplémentaires ont exposé 19 autres grottes plus petites. Elles allaient de 20 à 35 mètres de large pour 10 à 20 mètres de hauteur. Des archéologues y ont retrouvé des reliques anciennes datant du règne de l'empereur Han Xuandi, remontant à plus de 2000 ans. Comment ces grottes ont-elles survécu pendant plus de 2 millénaires sans s'effondrer? Aucune trace écrite n'explique la manière dont elles ont été conçues. Les murs présentent des marques de bourrines, laissant supposer une activité de sculpture couche après couche. Mais le processus exact de construction demeure un casse-tête. Es-tu un nageur aguerri suffisamment courageux pour piquer un plongeon dans n'importe quel océan ou n'importe quelle mer? Mauvaise nouvelle, il y a des endroits que tu ferais mieux d'éviter, même si tu sais parfaitement nager ou plonger. Certains de ces endroits présentent des récifs sous-marins dangereux, des marées et des courants puissants. D'autres sont célèbres pour les légendes concernant leurs monstres et leurs créatures mystérieuses qu'ils abritent. Alors plongeons dans ce panorama des horreurs aquatiques. As-tu déjà entendu le terme « stride » ? C'est une variante du mot « stride » qui est employé dans le Yorkshire et qui fait référence à une section étroite de la rivière Wharfe, qui est si petite que tu pourrais probablement l'enjamber. Mais ne te laisse pas duper par sa taille, c'est l'un des endroits les plus dangereux des environs et le simple fait de faire un pas dans l'eau peut avoir des conséquences désastreuses. La Wharfe a un courant puissant et comme le stride est si étroit, il est d'autant plus fort dans cette zone. Le débit intense de l'eau a érodé le calcaire alentour, ce qui a créé des espaces creux beaucoup plus profonds que le reste du lit de la rivière. Et voici le secret, le courant a également affaibli les berges du stride par en dessous. Ainsi, le sol sur lequel tu te tiens, à contempler cet écoulement rapide, n'est probablement qu'un fragile rebord suspendu au-dessus d'eau traîtresse. Il n'existe aucune trace de quelqu'un qui se soit retrouvé dans les eaux du stride et qui ait réussi à en réchapper. Et le pire, tu ne te douterais jamais que ce ruisseau, à l'apparence innocente, puisse représenter un tel danger. On te conseille donc de t'en tenir à un plan d'eau plus sûr pour tes escapades aquatiques. Si tu cherches à t'évader le temps d'un week-end en Californie, Horseshoe Lake est l'endroit qu'il te faut. Il a tout pour lui. Des plages de sable, des sentiers de randonnée et des aires de pique-nique. Mais attends, il y a autre chose au-delà des apparences. Ce lac possède une face sombre, à savoir environ 40 hectares d'arbres morts qui l'entourent. Et il n'y a pas que les arbres qui aient été victimes de ce lac. Les tremblements de terre qui ont eu lieu entre 1989 et 1990 ont libéré du dioxyde de carbone prisonnier du magma en fusion. Ce gaz s'est infiltré dans l'air, entravant toute forme de vie autour du lac. Aujourd'hui encore, Horseshoe Lake est tout aussi dangereux qu'il y a 30 ans. Ce qui le rend si effrayant, c'est que les niveaux de ce gaz toxique changent de façon imprévisible. Les panneaux d'avertissement qui sont jonchés partout pourraient certainement donner une touche d'épouvante à cette amusante randonnée sylvestre. À Kauai, dans l'archipel d'Hawaï, se trouve un groupe de chutes d'eau époustouflantes, qui était autrefois une destination populaire chez les touristes. Les chutes de Kipu, comme on les appelle, étaient autrefois un lieu privilégié pour la baignade et la plongée. Pour y accéder, il fallait effectuer une longue marche le long d'un chemin de terre, pour accéder enfin à une vue imprenable donnant sur une chute d'eau de 6 mètres de haut et qui se déversait dans un bassin d'eau cristalline en contrebas. Mais depuis 2011, cette zone est interdite au public. Pourquoi ? Eh bien, beaucoup d'accidents se sont produits aux chutes de Kipu. Bien entendu, sauter du haut de la cascade en serait la cause la plus évidente. Mais il existe des cas beaucoup plus mystérieux. Des témoins racontent que des nageurs profitaient paisiblement de l'eau en bas des chutes, avant d'être soudainement aspirés sous la surface. Aucune explication précise n'a jamais été trouvée à ces accidents. Les locaux pensent que c'est l'esprit aquatique Mo'o qui serait à blâmer, car il n'apprécie guère d'être troublé par des touristes bruyants.
Il existe aussi une théorie au sujet d'un puissant tourbillon venant du fond du bassin. Quoi qu'il en soit, les guides touristiques ne mentionnent plus les chutes de Kipu, et les intrusions y sont sévèrement réprimandées. Le trou de Samaesan, situé dans le golfe de Thaïlande, semble être l'endroit idéal pour les plongeurs en quête de sensations fortes, mais c'est aussi le plus dangereux. Avec un abîme de 85 mètres, c'est le site de plongée le plus profond de la région. Mais sa profondeur n'est pas la seule raison pour laquelle il est considéré comme un lieu à éviter. Il s'agit d'un carrefour de navigation important pour les pétroliers géants, et les puissants courants autour du trou rendent la plongée encore plus traîtresse. Et comme si cela ne suffisait pas, le trou de Samaesan abrite également des barracudas féroces qui pourraient facilement s'en prendre à des plongeurs sans méfiance. L'eau y est si trouble que la visibilité est quasi nulle, ce qui rend difficile de repérer ces créatures marines agressives. En résumé, le trou de Samaesan est un endroit à couper le souffle, mais extrêmement dangereux et qui ne devrait être exploré que par des plongeurs d'expérience aux nerfs d'acier. Laisse-nous donc te parler de New Smyrna Beach, la capitale mondiale des attaques de requins. Si tu recherchais un lieu de vacances relaxant dans le comté de Volusa en Floride, tu devrais peut-être y réfléchir à deux fois. Les eaux autour de New Smyrna Beach regorgent de poissons, ce qui attire énormément de squales. En fait, il y a eu tellement d'attaques de requins signalées dans cette région qu'elle a amplement mérité son titre de capitale des attaques de requins. Les chercheurs eux-mêmes ont prévenu que quiconque irait se baigner là-bas se retrouverait certainement en contact étroit avec au moins l'un d'entre eux. On parle d'une distance de 3 mètres tout au plus, et dans de nombreux cas, tu ne t'en rendrais même pas compte. Pour ne rien arranger, le requin bulldog, l'un des types de requins les plus dangereux et les plus agressifs, a été repéré dans ces eaux. Kauai figure une fois de plus sur notre liste. Une plage de la côte de Napali, appelée Anakapiai Beach, peut ressembler au paradis sur Terre à bien des égards, mais ne t'y trompe pas. Pour y accéder, tu devras arpenter un sentier rocheux extrêmement raide sur plus de 3 km. Il n'y a pas de sauveteur sur cette plage isolée, donc si tu décidais de faire un plongeon dans l'eau, tu serais livré à toi-même. La plus grande menace pour ta sécurité, ce sont les courants d'arrachement incroyablement forts. Ils sont presque toujours présents, car il n'y a pas de récif qui protège ce rivage. Et si quelqu'un se retrouve pris dans l'un de ces courants, il n'y a pas d'endroit sûr où nager à des kilomètres à la ronde. La plage plus proche se trouve à 10 km. Crois-nous sur parole, Anakapiai Beach est loin d'être la plus sécurisée. Il est donc fortement conseillé de rester hors de l'eau si tu te rends un jour sur cette plage. Laisse-nous maintenant te parler d'un endroit qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Il s'agit de Berkeley Pit, un lac artificiel situé à Butte dans le Montana. La première chose que tu remarqueras à propos de cet endroit, c'est son inquiétante couleur rouge sang, qui tend à mettre mal à l'aise. Tu serais peut-être tenté d'y faire trempette, mais ce serait une grave erreur. N'y touche même pas. Cette eau est incroyablement dangereuse en raison des métaux lourds qui y sont présents, comme le cadmium, l'arsenic, le zinc, le plomb et le cuivre. Ils proviennent des roches qui entourent le lac et rendent ces eaux extrêmement acides. D'ailleurs, cet endroit était autrefois une mine de cuivre à ciel ouvert, ce qui explique sa couleur. Alors si tu veux notre conseil, évite cet endroit, comme la peste. Il y a 3 lacs en Afrique qui sont peut-être les endroits les plus dangereux de tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'à présent. Les lacs Monoun et Nios au Cameroun et le lac Kivu au Rwanda sont comme des bombes à retardement prêtes à exploser. Ils se sont formés au-dessus de gisements souterrains de roches en fusion. Et parfois, ces roches libèrent des gaz toxiques, tels que le méthane et le dioxyde de carbone directement dans l'eau. Lorsque cela se produit, ces gaz peuvent s'accumuler jusqu'à jaillir soudainement de l'eau, créant de puissantes vagues capables d'anéantir tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce type d'éruption est connu sous le nom d'éruption limnique, et elle est susceptible de libérer un nuage de gaz toxique qui peut être nocif pour tout ce qui se trouve à proximité. Le plus terrifiant, ces explosions peuvent se produire à tout moment, et sans aucun signe précurseur. Donc si tu te trouves un jour près de l'un de ces lacs, tu ferais mieux d'être aux aguets, car on ne sait jamais quand la prochaine peut se produire. Peut-être connais-tu d'autres endroits que tu ne recommanderais sûrement pas pour une baignade relaxante? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre.
Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs. Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte. Leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algues peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Le pire, c'est que lorsque tu regarderas la surface de l'océan, tu ne sauras pas qu'un danger t'attend. Tu ne verras pas ces poches d'air qui peuvent déséquilibrer même de très grands navires. Et ce, sans crier gare. La mer croisée est un phénomène rare, beau à observer mais aussi très dangereux. C'est quand on voit des vagues carrées. Elles sont assez fréquentes dans les zones peu profondes de l'océan.
Tu peux observer ce phénomène près de l'île de Ré ou depuis les plages de Tel Aviv, mais aussi dans de nombreuses autres zones du monde entier. Cela se produit lorsque deux systèmes de vagues se propageant dans deux directions différentes viennent se croiser. Elles forment alors un motif en damier. Cela arrive en général après le passage d'un front atmosphérique. Et cet état de mer se structure en une grande quantité de flux directionnels. Ces vagues peuvent être dangereuses pour les nageurs et les plaisanciers. Les vagues produites par les forts courants océaniques peuvent être imprévisibles et mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. On les appelle parfois des murs blancs. Leur puissance est telle qu'elles peuvent faire chavirer des bateaux de grande taille. Si tu remplis un verre avec de l'eau de mer et que tu regardes avec attention, tu y verras des quantités de très petites particules. L'eau de mer contient des sels dissous, des graisses, des algues, des protéines et d'autres débris de matière artificielle et organique. Si tu secoues ce verre, de minuscules bulles apparaîtront à sa surface. C'est ainsi que l'écume de mer se forme, lorsque les vagues et les vents agitent l'océan. Lorsque l'écume de mer est épaisse, cela peut être dû à une grande concentration d'algues. Lorsque les algues se désagrègent dans la mer, leur matière dérive souvent vers les rivages. En général, l'écume de mer n'est pas dangereuse pour les humains. Mais lorsqu'elle contient des algues décomposées, elle peut être nocive pour notre environnement. Il peut arriver que des poches d'air éclatent et libèrent les toxines qu'elles contiennent. Cela peut causer une irritation des yeux ainsi que d'autres problèmes de santé. Les mascarets se produisent dans l'embouchure et le cours inférieur de certains cours d'eau. Une marée puissante va à la rencontre du courant et repousse le fleuve. Les mascarets font partie de la catégorie des ressauts hydrauliques, un changement soudain du niveau de l'eau. Il s'agit d'une poussée positive, ce qui signifie que la vague remonte le courant du fleuve, rendant sa masse beaucoup plus importante. Un raz-de-marée négatif, c'est lorsque le cours d'eau devient soudainement très peu profond. Tu ne verras pas de mascarets partout. Le fleuve doit être assez peu profond et son embouchure doit être assez étroite. La zone où la mer et le fleuve se rencontrent doit être plate et large. De plus, la zone située entre la marée basse et la marée haute doit faire au moins 6 mètres de large. Bien sûr, il y a quelques exceptions, comme pour l'Amazone, le plus grand fleuve du monde. L'embouchure de l'Amazone n'est pas étroite, mais il s'y produit quand même des mascarets. C'est parce que son embouchure est peu profonde et comporte de nombreux bancs de sable et autres îles basses. Ce mascaret est la raison pour laquelle l'Amazone ne possède pas de véritable delta. L'océan Atlantique emporte rapidement ses sédiments, empêchant une telle formation. Les mascarets sont souvent imprévisibles et peuvent être extrêmement violents. Il arrive même que l'eau du fleuve passe d'une couleur verdâtre ou bleue à une couleur brunâtre. Ils peuvent endommager la végétation et même arracher les arbres. Ainsi, les sports de loisirs comme le kayak et le surf peuvent être dangereux dans ces zones. Mais si tu veux simplement observer un mascaret d'un peu plus près, fais attention. Il pourrait littéralement dérober le sol sous tes pieds et t'emporter dans ces eaux agitées. Quelque chose d'intéressant s'est récemment produit dans le Dakota du Sud. C'était partout sur Internet, donc tu en as peut-être entendu parler. En juillet 2022, le ciel de cet État est soudainement devenu vert. Que s'est-il passé exactement? Est-ce que ça a été causé par les humains ou par la nature? Découvrons-le. Mardi 5 juillet 2022. Peu après une forte tempête, le ciel du Dakota du Sud était encore couvert. Les habitants ont fini par sortir de chez eux et ont vu que le ciel avait pris une teinte vert foncé intense. Ils n'avaient jamais rien vu de tel auparavant. Ils ont dit qu'ils avaient l'impression d'être dans un film de science-fiction. Sans surprise, les habitants ont immédiatement commencé à diffuser la nouvelle sur tous les réseaux sociaux. Ils ont partagé leurs magnifiques mais étranges photos sur Twitter. Elles montraient le ciel au-dessus de Sioux Falls et de quelques autres villes. Même si cela peut ressembler à quelque chose de surnaturel, ce n'est pas du tout un phénomène terrifiant. C'est un simple jeu entre la lumière et l'atmosphère. Mais un tel phénomène arrive assez rarement et signifie généralement que du très mauvais temps approche. Et c'était le cas dans le Dakota du Sud. Juste avant que les gens ne commencent à partager leurs photos, une tempête a balayé la ville de Sioux Falls. Cela a été confirmé par le service météorologique américain. Cet ouragan était terrible.
La vitesse du vent était d'environ 160 km/h. Selon l'échelle de Beaufort, mesurant la vitesse des vents, il s'agit de la tempête la plus rapide et la plus destructrice. Il n'y a que 12 niveaux sur cette échelle, et si la vitesse du vent dépasse 117 km/h, c'est qu'on a atteint le niveau maximal. Pourquoi ça n'a pas fait la une des journaux? Parce que c'est plutôt habituel dans cette région. Les orages se produisent très souvent aux États-Unis, surtout pendant les mois les plus chauds. Et un orage sur 10 peut devenir quelque chose de plus sérieux comme une tornade. Celui-ci n'était pas une exception. Il s'agissait du fameux derecho. Le derecho est très répandu et de longue durée. Il s'agit en fait de la combinaison d'un groupe d'orages violents se déplaçant rapidement et de pluies diluviennes. Les gens disent souvent qu'un derecho est aussi fort qu'une tornade. Pourtant, il y a une différence entre les deux. Une tornade est un vortex, une colonne d'air en rotation. Son diamètre est d'environ 150 mètres, bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 4 km. Et dans ce cas, il vaut mieux être loin. Mais le point principal est que les tornades tournent. Le vent se déplace très rapidement et de façon circulaire autour d'un centre invisible. Un derecho est un orage fort ou un système d'orage fort avec des vents en ligne droite. En d'autres termes, il ne tourne pas. Au lieu de cela, le derecho choisit un point quelque part et y court simplement, comme un marathonien très motivé. Si on compare un derecho à une tornade ordinaire, cette dernière a 6 niveaux de force, de 65 à 600 km/h, tandis qu'un derecho est un peu comme une petite tornade de niveau moyen 1 ou 2. Habituellement, sa vitesse est comprise entre 115 et 180 km/h. Et dans les deux cas, ils peuvent être accompagnés d'orages violents, d'éclairs et de pluie. Mais ce sont tout de même des phénomènes différents. Une tempête devient un derecho si la traînée de dégâts qu'elle laisse dépasse 385 km de distance et si la vitesse du vent est d'au moins 95 km/h. Il est assez difficile à prévoir. Il peut se former même par temps clair lorsque les météorologues ne prévoient pas de tempête. Et puis les vents apparaissent soudainement. C'est tellement surprenant qu'ils peuvent même sembler explosifs. Mais le service météorologique national essaie d'avertir les habitants au moins une demi-heure ou une heure avant que cela ne se produise, afin qu'ils aient le temps de se préparer et de se mettre à l'abri. Ce n'était pas différent cette fois-ci. La tempête a balayé presque tout le Dakota du Sud, ainsi que les États voisins du Minnesota et de l'Iowa. Les conséquences ont été assez sérieuses. Plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité. Heureusement, personne n'a été blessé, notamment parce que les habitants sont plutôt habitués au derecho. Cependant, le ciel vert est quelque chose de différent. C'est devenu un spectacle très inhabituel pour les habitants. Tout le monde se demandait pourquoi cela arrivait. Était-ce un mauvais présage ou un phénomène météorologique normal? Pour être tout à fait honnête, les scientifiques n'ont pas d'explication exacte. Mais bien qu'il n'y ait que des hypothèses, elles semblent plutôt convaincantes. Un ciel vert est un phénomène très rare. La plupart des scientifiques pensent que cela se produit lorsqu'une puissante tempête s'approche de la région avant le coucher ou le lever du soleil. Le ciel devient alors vert dans la zone. Le météorologue de NBC, Bill Karins, qui a lui-même été confronté à un événement similaire, suggère que le ciel vert est apparu à cause de l'énorme grêle qui a précédé la tempête. Tout d'abord, parlons de la raison pour laquelle le ciel est généralement bleu, ou toute autre nuance selon son humeur. Le soleil transporte simultanément tous les rayons du spectre des couleurs. Il peut nous sembler blanc, mais il possède en fait toutes les couleurs en même temps. Cependant, ces ondes de couleurs ont toutes des longueurs différentes. Par exemple, les rayons bleus sont plus courts que les autres. Ils traversent mieux les molécules d'air que les ondes rouges, si bien qu'ils nous atteignent plus rapidement. C'est pourquoi par temps clair, le ciel semble bleu. À l'inverse, les ondes de couleur rouge et orange sont très longues et se déplacent plus lentement. Elles sont donc généralement laissées derrière. Mais lorsque le soleil passe sous l'horizon ou se lève, la direction des rayons change et ces ondes nous atteignent mieux.
Tout cela signifie que même si les levées et couchers de soleil nous semblent rouges et oranges, il y a en réalité toujours des ondes bleues et vertes, mais elles doivent rebondir sur quelque chose pour nous atteindre plus rapidement et devenir plus fortes que les rayons rouges. Tu as compris où on veut en venir. C'est là que l'eau entre en jeu. Les nuages sont constitués de gouttelettes d'eau. Lorsqu'elles deviennent suffisamment grosses, mais ne tombent pas encore, par exemple à cause de vents forts, elles affectent le comportement de la lumière dans le ciel. Les tempêtes violentes sont principalement composées d'eau et de grêle. Or, c'est l'eau qui reflète le mieux les rayons bleus et verts. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'eau des rivières et des lacs nous semble bleu-vert, alors qu'en réalité, elle est transparente. Il y a donc quelques facteurs clés qui font en sorte que le ciel peut devenir vert. Tout d'abord, le soleil doit être au niveau de l'horizon. Un autre facteur est que même si les nuages d'orage approchent, ils ne doivent pas couvrir complètement le ciel. Il doit encore y avoir un peu de place pour les rayons du soleil. Ensuite, des rayons bleus à peine perceptibles se dirigent vers les nuages d'orage, mais ils sont repoussés par les gouttelettes d'eau et la grêle. En se mélangeant avec le coucher de soleil rouge, ils se transforment en une lumière verte brillante. Et cette lumière verte se répand dans tout le ciel. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le ciel devient vert, les gens ne peuvent le voir que le soir. Cela peut éventuellement se produire en milieu de journée, mais c'est très rare, étant donné que les conditions sont très spécifiques. Quoi qu'il en soit, si tu vois un ciel vert, pas de panique. Cela ne signifie pas forcément qu'une terrible tempête est en approche. La probabilité est élevée, mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut simplement s'agir d'une forte pluie ou d'une forte grêle. En d'autres termes, si tu vois un ciel vert, tu ferais mieux de te mettre à l'abri et de mettre ta voiture à l'abri. Mais si tu as la chance de pouvoir admirer un magnifique ciel vert depuis le confort de chez toi, profites-en. Car tu auras eu la chance de vivre quelque chose de très rare. Certaines personnes ont dit que c'était la chose la plus incroyable qu'elles aient jamais vue. Tu te détends sur la plage quand soudain tu remarques une énorme volée d'oiseaux. Ils sont très excités par quelque chose près de l'eau. L'envie te prend d'aller voir ce qui se passe là-bas. Voici un conseil. Retourne t'asseoir et reste loin de l'eau. Je comprends, tu penses que tu es assez fort pour supporter quelques coups de bec d'une mouette. Mais ce ne sont pas les oiseaux qui m'inquiètent. C'est ceux qui se cachent sous l'eau. Les poissons sont la base de nombreux régimes alimentaires dans le règne animal, que ce soit au-dessus ou en dessous de l'océan. Le thon, le calamar et le poulpe, ainsi que les mammifères marins comme les phoques, se nourrissent d'une grande variété de petits poissons. Ils aiment particulièrement des espèces telles que le tassergale et le bar rayé. Mais ils sont également le repas préféré d'un autre ultra-prédateur. C'est pourquoi tu ne devrais pas accompagner ces oiseaux au bord de l'eau. Si tu le fais, tu risques de rencontrer une créature qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. C'est 3 fois la taille d'un humain moyen. Ce sont les références de taille d'un grand requin blanc. S'il y a des poissons dans les parages, ils peuvent remonter à la surface de l'océan pour se nourrir. Le grand requin blanc possède la plus forte force de morsure de tous les animaux. La seule autre espèce animale qui s'en approche est le crocodile d'eau salée. Et leur capacité à mordre est très forte. Les scientifiques pensent qu'elle est 100 fois plus supérieure à celle d'un humain. Ils n'utilisent même pas les narines situées sous leur museau pour respirer. Elles ne servent qu'à faire d'eux des super renifleurs de compétition. Heureusement, nous ne sommes pas le repas préféré des requins. Et la créature ne fait pas tout son possible pour nous chasser. Les chasseurs affirment que les chances d'être attaqués par un requin ne sont que d'1 sur 3,7 millions. Ouf! Lorsque des rencontres malheureuses entre requins et humains se produisent, un requin peut confondre un humain avec un phoque ou un bar rayé de très grande taille. C'est pourquoi tu devrais rester à l'écart de ces oiseaux et poissons et laisser les animaux vivre. Tu te concentres juste sur ton bronzage dans ta chaise longue. Donc je suppose que ça veut dire que les requins ont une mauvaise vision. Pas tout à fait. Leur vision en eau claire est jusqu'à 10 fois meilleure que celle des humains qui nagent dans le même environnement. La structure de l'œil d'un requin est assez similaire à celle de notre œil. Il se compose d'une cornée, d'un cristallin, d'une rétine
d'un iris bleu profond et d'une pupille. Leurs yeux possèdent deux types de photorécepteurs, les bâtonnets, responsables de la vision à faible niveau de lumière, et les cônes, plus actifs à des niveaux de lumière plus élevés, capables de voir les couleurs, tout comme les humains. Bien que nous ne soyons pas trop certains de la performance des bâtonnets et des cônes chez les requins, la recherche a montré qu'ils ne possèdent qu'un seul type de cône. Cela signifie qu'ils n'ont probablement pas une vision en couleur comme les humains. Cela pourrait expliquer pourquoi ils peuvent parfois confondre les humains avec d'autres créatures. Mais bon, qui est vraiment concentré lorsqu'il est sur le point de dévorer son dîner? Les yeux des requins possèdent également un tapetum lucidum. Il s'agit d'une couche de cristaux miroirs située derrière la rétine du requin. Ces cristaux permettent aux requins de voir parfaitement bien dans une lumière extrêmement faible et dans une eau trouble. Les cristaux reflètent la lumière entrante, ce qui donne aux bâtonnets de la rétine une deuxième chance de détecter la lumière qu'ils auraient pu manquer la première fois. Fait amusant, les chats ont également un tapetum lucidum. C'est pourquoi les yeux de ton chat brillent dans le noir lorsque tu les éclaires. Un autre signe révélateur de la présence de requins dans les eaux des environs est la présence de baleines. Les requins sont connus pour traquer ces créatures sur plus de 160 km. Ils suivent les groupes de baleines et attendent que l'une d'entre elles devienne vulnérable avant de frapper de manière implacable. Alors, leçon apprise? Si tu vois maintenant des oiseaux au bord de l'eau, ce n'est probablement pas une bonne chose. Contrairement à ce qui se passe lorsque tu vois des milliers d'oiseaux qui volent ensemble dans le ciel. C'est ce qu'on appelle un murmure. On peut voir des milliers d'étourneaux s'unir dans le ciel, se déplacer à l'unisson, plonger et dévier en même temps. C'est comme s'ils participaient à une sorte d'épreuve de synchronisation aux Jeux Olympiques des oiseaux. Cela se produit lorsque les oiseaux commencent à se percher sur des fils ou des arbres. Cela peut se produire dès le mois de septembre dans certains endroits et jusqu'à la fin du mois de novembre dans d'autres. Et un plus grand nombre d'oiseaux se joignent au spectacle nocturne à cette époque. Ils font ça pour nous divertir? Pas vraiment. Se regrouper dans le ciel permet de se protéger des prédateurs comme les faucons. Il peut aussi faire froid quand on est aussi haut. Les oiseaux se rassemblent donc par milliers pour se réchauffer et échanger des informations sur les sites de nourriture potentiels. D'accord, dans ce cas, un énorme groupe d'oiseaux ne signifie rien de mal. Mais si tu en vois un jour voler vers toi dans une zone boisée, il est probablement temps de quitter les lieux. Les oiseaux et autres animaux fuient les zones de feu de forêt. Certains animaux, comme les amphibiens, peuvent en fait rester dans le feu. Au lieu de fuir pour sauver leur vie, ils creuseront le sol pour y échapper. Mais presque tous les animaux feront de leur mieux pour partir. Oh, et n'oublie pas de sortir du chemin pendant que tous ces animaux courent vers toi. Pourquoi on ne passe pas des oiseaux aux requins? Oui, nous savons maintenant que s'il y a des oiseaux près de la surface de l'océan, les requins seront possiblement assez proches aussi. Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de requins à proximité? Si tu te trouves dans l'océan et que tu vois des requins se diriger vers le fond de l'océan, cela peut être le signe qu'un ouragan ou une tempête tropicale est en route. Les requins peuvent sentir la baisse de la pression barométrique qui accompagne la tempête. Ils pourraient donc commencer à s'éloigner de la zone de turbulence. Les requins ne se soucient pas vraiment des humains. Ils ne s'approchent donc pas de nos plages de sable ou de nos villes. Ils les craignent. Ce sont des créatures très intelligentes qui savent que plus elles s'enfoncent dans l'océan, plus elles sont en sécurité. Mais l'océan n'est pas toujours le meilleur endroit où aller en cas d'urgence. Par exemple, si tu croises des créatures marines qui vivent habituellement dans l'eau et qui se reposent au hasard sur le sable, ne t'aventure pas dans l'eau. C'est un signe que l'eau est potentiellement toxique. Il est possible qu'une marée rouge se rassemble dans l'eau près de la plage. Les marées rouges se produisent partout dans le monde, mais une espèce d'algue les provoque surtout dans le golfe du Mexique. Une marée rouge se produit lorsque l'eau est remplie d'une quantité d'algues toxiques supérieure à la normale. Elle peut rendre l'eau rougeâtre ou brune, mais parfois la couleur de l'eau est normale. Si tu vas dans l'eau, tu peux ressentir une irritation respiratoire comme de la toux ou une démangeaison de la gorge. Si cela t'arrive, tu dois te rincer soigneusement la bouche avec de l'eau fraîche. En parlant d'eau, les grenouilles sont célèbres pour leur couassement, mais si tu les entends coasser beaucoup plus que d'habitude, c'est peut-être parce qu'il va bientôt pleuvoir. Selon une théorie, cela pourrait être lié à leur processus d'accouplement. Ils le font en premier, puis pondent des œufs dans des étendues d'eau douce. Une bonne pluie signifie plus de terrain aquatique pour les grenouilles. C'est pourquoi les grenouilles mâles invitent les dames à un rendez-vous avant les averses avec une symphonie de couassement. Si tu entends un grand nombre de bourdonnements, cela signifie que les abeilles sont plus actives que d'habitude et qu'un orage est peut-être en route.
Lorsqu'elles sentent que l'orage approche, les abeilles se mettent à travailler encore plus fort et plus vite pour récolter plus de nectar avant l'orage. Et une fois qu'elles ont fini, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie, même s'il n'y a aucun signe évident de celle-ci. Leur secret réside dans des poils supersensibles situés dans leur dos, capables de capter les accumulations électrostatiques d'un nuage d'orage. La Lune, notre fidèle ami, notre seul compagnon dans ce grand espace sombre et froid. Ce n'est pas surprenant que tous les événements qui lui sont associés, comme les éclipses solaires ou lunaires, nous passionnent. Mais qu'en est-il de la Lune noire, la Lune bleue, la super Lune? En as-tu déjà entendu parler? Eh bien, laisse-moi tout te dire et t'expliquer comment tu peux les observer. Prépare tes calendriers. La distance entre la Terre et la Lune est de 384 472 km. Oui, j'ai mesuré. Ça ne semble pas si loin, n'est-ce pas? Mais crois-moi, la plupart des gens sous-estiment grandement cette distance. Savais-tu que toutes les planètes du système solaire, y compris Jupiter et Saturne, pourraient tenir entre la Lune et nous? Je n'arrivais pas à le croire moi-même. La Lune est liée à la Terre par sa position. C'est pourquoi elle est toujours tournée vers nous avec un seul côté. Il y a plusieurs phases dans un cycle lunaire. La nouvelle Lune est la première phase. Le Soleil éclaire la face cachée de notre satellite, nous ne pouvons donc pas voir la Lune. Elle est presque invisible dans le ciel. La Lune croissante est la partie claire qui grandit progressivement. La pleine Lune est la phase pendant laquelle le Soleil illumine complètement la face visible. La Lune descendante est un déclin progressif de la partie lumineuse. Et enfin arrive une autre nouvelle Lune. Et le cycle entier recommence. Il y a 29,5 jours dans un cycle lunaire. Donc cela prend environ un mois si on fait abstraction du mois de février. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Pour que tu puisses mieux comprendre la Lune noire. Un événement astronomique rare qui se produit une fois tous les 29 mois, soit 2 ans et demi. Ce terme n'existe pas en astronomie. Il a été inventé par les astrologues. Il n'est pas officiel et a plusieurs significations. La Lune noire peut signifier la deuxième nouvelle Lune dans un mois. Habituellement, il n'y a qu'une seule nouvelle Lune par mois. En avoir deux est donc un phénomène rare. Cela est dû à un léger décalage entre le cycle lunaire et le cycle annuel de la Terre. Un peu comme les années bissextiles. Lune noire peut aussi vouloir dire autre chose. Par exemple, habituellement, il n'y a que 3 nouvelles lunes par saison. En gros, une nouvelle lune toutes les 30 jours. Cependant, s'il y en a 4, la lune noire signifie la 3e. Il existe également des significations moins populaires. Par exemple, c'est ainsi que les gens appellent le mois de février quand il n'y a pas de nouvelle lune ou de pleine lune. Cela se produit environ une fois tous les 19 ans. Mais qu'est-ce que cela a de si spécial? Le satellite est entièrement caché dans le ciel pendant une nouvelle lune normale. Mais pendant une lune noire, tu pourras voir sa silhouette sombre. Tu devras choisir un bon endroit sans lumière de la ville. Si tu habites dans une grande ville, tu auras du mal à la voir sans télescope. De plus, comme le ciel devient noir durant ce phénomène, tu pourras voir différentes constellations qui étaient cachées auparavant, ainsi que Jupiter et Vénus. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était le 30 avril 2022. Tu pouvais l'observer dans la plupart des régions des États-Unis, à l'exception des zones de l'heure du Pacifique, de l'Alaska ou d'Hawaï. Aloha! Oui, malheureusement, si c'est la première fois que tu entends parler de la Lune noire, tu l'as déjà raté. Tu devras maintenant attendre encore 2 ans et demi. La prochaine Lune noire aura lieu en septembre 2024 selon la méthode standard et le 19 mai 2023 selon la méthode saisonnière. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras toujours voir un autre événement astronomique. Il était une fois une lune bleue. Je ne me moque pas de toi, je suis sérieux. Tu peux toujours voir la lune bleue. Enfin, pas littéralement, bien sûr. La lune ne devient pas bleue. C'est juste ce que les astrologues appellent la deuxième pleine lune en un mois. Les lunes noires et bleues sont similaires par définition, mais elles sont en fait opposées. Si la lune noire est une deuxième nouvelle lune rare dans un mois, la lune bleue est une deuxième pleine lune rare. Elles se produisent aussi toutes les deux tous les 29 mois. Pas si rare, n'est-ce pas? Il est assez ironique que cet événement soit nommé la lune bleue. Le folkloriste Philip Hiscock suppose que le terme lune bleue, dans sa version calendaire, a été inventé par l'Almanach des fermiers du Maine en 1937. Un autre événement astronomique intéressant s'appelle la superlune. Fais le plein de télescopes et cherche des collines, car tu verras une lune exceptionnellement brillante et grande, comme celle que l'on voit seulement dans les films. Que signifie exactement une superlune? Tu vois, la Lune ne tourne pas autour de la Terre dans une orbite circulaire. Son orbite est elliptique.
Et l'endroit où elle est le plus proche de la Terre est appelé périgée. Une superlune est un phénomène qui se produit lorsque la pleine lune coïncide avec le périgée. Pour cette raison, elle nous semble particulièrement grande et brillante. Son diamètre est 14% plus grand et elle est 30% plus brillante que d'habitude. À ce propos, ce phénomène est souvent confondu avec l'illusion lunaire. Pendant l'illusion lunaire, la Lune est basse au-dessus de l'horizon et paraît visuellement plus grosse. Sur les 12 ou 13 pleines lunes annuelles, 3 ou 4 sont des superlunes. Mais la plupart d'entre elles ne sont pas très significatives. Tu ne verras probablement pas de différence du tout. Les plus intéressantes sont les grandes et rares superlunes. Pendant celle-ci, la Lune devient réellement grande. La dernière grande superlune s'est produite en 2016. Malheureusement, les superlunes de grande envergure sont rares et se produisent environ une fois tous les 18 ans. La prochaine se produira seulement en 2034, mais nous pouvons observer des superlunes plus petites assez fréquemment. En 2022, elles auront lieu le 14 juin et le 16 juillet. Il existe aussi un phénomène opposé appelé microlune. Tu as probablement déjà deviné ce que cela signifie. Il se produit lorsque la pleine lune est à son point le plus éloigné de la Terre. Ce point est appelé apogée. La prochaine microlune, en 2022, a eu lieu le 29 juin. En 2023, nous pourrons l'observer le 7 janvier, le 5 février et le 16 août. Bien sûr, tu n'es pas obligé de suivre chacun de ces événements. La plupart des gens sont plus intéressés par des éclipses lunaires et solaires. D'ailleurs, fais-tu partie des personnes qui confondent ces deux événements ? Fais le test. Mets cette vidéo en pause. Décris ce que signifient ces deux éclipses. Comparons ta réponse avec la définition correcte. Tu es de retour ? Ok. Donc, une éclipse solaire est un phénomène où la Lune recouvre entièrement ou partiellement le Soleil. Une éclipse solaire est possible uniquement pendant la nouvelle Lune, lorsque la Lune elle-même n'est pas visible. Beaucoup de gens pensent que cet événement est incroyablement rare, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Une éclipse lunaire est un phénomène au cours duquel la Lune se trouve complètement ou partiellement dans l'ombre projetée par la Terre. L'éclipse lunaire peut seulement se produire pendant la pleine Lune, lorsque la Lune se trouve à proximité du nœud de son orbite. Si tu as deviné, bravo! Sinon, ne t'inquiète pas. Beaucoup de gens les confondent. En 2022, une éclipse solaire partielle aura lieu le 25 octobre. Elle sera visible en Europe, en Asie du Sud et de l'Ouest, en Afrique du Nord et de l'Est, et dans l'Atlantique. Comme je l'ai mentionné, une éclipse solaire totale n'est pas aussi rare que beaucoup de gens le pensent, mais le problème est qu'elle n'est pas toujours visible depuis n'importe quelle partie de la planète. Donc si tu veux voir cet événement, assure-toi de consulter le calendrier et de voir depuis quelle partie de la Terre tu pourras le voir. Et n'oublie pas des lunettes spéciales. Les éclipses lunaires sont cependant beaucoup plus fréquentes. Les éclipses lunaires partielles se produisent presque tous les mois, mais une éclipse lunaire totale aura lieu en 2022, dans la nuit du 7 au 8 novembre. Tu pourras la voir dans presque toutes les régions du monde, sauf en Afrique. J'ai entendu dire que les zèbres étaient carrément dégoûtés. La Lune est un satellite vraiment fascinant. Tu penses que c'est juste une petite boule de roche. Mais en réalité, il y a tellement d'événements intéressants qui lui sont liés. Quels événements lunaires rares as-tu vus ou veux-tu voir dans ta vie ? As-tu observé des événements astronomiques rares et fascinants ? N'hésite pas à les partager dans les commentaires.